Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Dans le grand dialogue de ce soir, nous allons débattre de la situation sécuritaire au centre du pays. Le week-end dernier, des dizaines de personnes ont bloqué la route nationale 6 au niveau du carrefour de Djenné. Ces manifestants réclamaient la levée du blocus sur le village de Marebougou, situé dans le cercle de Djenné. Quelques jours avant, une marche simultanée contre l'insécurité a eu lieu dans les cercles de Badjangara, Koro et Bankas. Pour parler de ces événements, nous avons fait appel à 3 personnes. Ibrahim Tembeli au téléphone, il est ancien élu et personne ressource à Badjangara. Seyni Djenepo, président des jeunes de Djenné, il est également au téléphone. Au studio avec moi, Boubacar Bokoum, politologue. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je vous invite à écouter ce papier de Fatih Yatara sur ces différents événements. Dans la journée du dimanche 14 novembre, ce sont les forces de sécurité du poste de Guiré, région des Nara, qui ont été la cible d'une attaque terroriste. Le bilan de cette attaque, selon les autorités militaires, est de 4 militaires tués, 14 blessés et 6 morts côté assaillant. Un jour avant, un camion de forains a été arrêté à Tassiga, dans le cercle d'Ansongo. Selon des sources locales, les bandits ont fait descendre les passagers avant de partir avec les camions, son contenu et les chauffeurs. Au même moment, le phénomène d'embargo terroriste sur les villages bat son plein dans le centre du pays. Les habitants de Djenné et Bandiagara, tous dans la région de Mopti, sont sortis la semaine dernière pour montrer leur mécontentement face à la situation. Si les habitants de Bandiagara ont bâti les pavés, ceux de Djenné ont tout simplement bloqué les carrefours Mopti-Djenné au transport. En attendant, rappelons que cette instabilité a fait des milliers de déplacés et laisse apparaître des prémices d'une insécurité alimentaire accrue dans le pays selon des sources humanitaires. Boubacar Bokoum, pourquoi l'insécurité persiste dans cette partie du pays? Écoutez, madame, tant qu'on continue à penser qu'il y a une crise au centre, une crise au nord et une crise au sud, on ne s'en sortira pas. Parce qu'il faut qu'on comprenne d'abord que la crise, elle est globale, sécuritaire et sociale. Et à la base, il y a une demande forte des concitoyens qui demandent d'abord une sécurité alimentaire, comme Fatih Yatara l'a dit tout à l'heure. Ensuite, une demande sécuritaire, parce que ce sont les deux éléments qui sont liés et adossés à un processus économique. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes dans une posture où on déplace le problème. On pense qu'il y avait une crise au nord et maintenant nous avons une crise au centre. Alors que c'est une crise globale, c'est la même crise. C'est pourquoi quand vous écoutez dans le reportage, vous allez voir qu'elle a parlé d'attaque au niveau de la région de Kaï. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tant qu'on ne réfléchit pas dans un contexte de crise globale, nous ne porterons pas de solution idoine à cette forme d'insécurité. Et il faut comprendre aujourd'hui que cette insécurité a atteint des niveaux où le banditisme résiduel, le djihadisme, tous ces phénomènes sont finalement combinés. Donc on a du mal aujourd'hui à comprendre quelle est la nature réelle de cette forme d'insécurité. Et l'autre chose est que l'État n'étant pas présent dans ces zones, nous n'avons pas un système sécuritaire adapté à la réalité de ce conflit à la date d'aujourd'hui. Donc en réalité, il s'agit de repenser le modèle sécuritaire, de l'adapter au contexte actuel. Seyni Djenepo, vous participez à cette émission par téléphone. Vous êtes le président des jeunes de Djenné. Vous faites partie des jeunes qui ont manifesté le week-end en bloquant la route nationale 6. Quelle est la situation actuellement à Marebougou, village occupé par des présumés djihadistes? Bonsoir tout le monde. Bon, aujourd'hui, là où nous sommes disons, le village de Marebougou est accusé par des bandits armés. Vraiment, aujourd'hui, ça ne va pas du tout à Marebougou. Aujourd'hui, Marebougou n'a rien à manger parce qu'on ne peut pas rentrer, on ne peut pas sortir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les villageois qui sont à Marebougou aujourd'hui sont vraiment martyrisés. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. C'est pour cela que la jeunesse de Djenné sont sortis hier pour manifester et pour montrer leur mécontentement face à la gestion de la situation sécuritaire dans le centre, ici précisément à Marebougou. Et ça fait à peu près 4 mois. 4 mois, Marebougou a été assiégé par des bandes armées. Et jusqu'à présent, on n'a pas à trouver des solutions idoines.
Et nous avons été rapprochés, le préfet, le gouverneur, même Wadje, le ministre Wadje. Mais on n'arrive pas jusqu'à présent à faire sortir la population de cette situation qui a tant duré. Alors, est-ce que cette situation est propre seulement à Marebougou? Ça impacte également les villages tout autour? Tout autour, effectivement. Bon, à savoir que si Marebougou est une zone stratégique de Guinée, et si Marebougou n'a pas cultivé cette année, à savoir que la famine va régner dans le cercle, et les populations n'ont pas semé, les populations n'ont rien fait, ils n'ont pas d'activité actuellement parce qu'ils sont encerclés, ils n'ont pas à sortir. Et aujourd'hui, on nous a appelé pour nous informer qu'il y a eu tant de morts à Marebougou à cause de la famine. Ils n'ont rien à manger, rien du tout. Rien du tout, je vous dis. Merci beaucoup, Seyni Djenepo. Vous gardez la parole, juste le temps de faire réagir Ibrahim Tembeli, un ancien élu de Badjangara et personne de ressources sur place. Monsieur Tembeli, quelle est la situation actuellement à Badjangara? Permettez-moi quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet, de remercier tous les auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de la studio radio Tamani. Parce qu'au moment où on nous écoute, je crois qu'il faut qu'on soit très clair. Mon intervention, c'est à titre personne ressource. Parce que je le dis, j'ai eu la chance de travailler sur les cercles de Bandiagara, Douanza, Koro, Bankas. Pour un total de 66 communes, j'ai eu à sillonner 58 communes. Et tous les événements ont commencé sous mes yeux. Donc à cet effet, je crois que je peux me porter comme personne ressource pour parler de la sécurité au niveau du cercle de Bayangara. Et si la question s'adresse au cercle de Bayangara, qui est devenu une région avec les cercles de Bankas, Bayangara et Koro, Bayangara a 21 communes. Sur les 21 communes, l'épicentre même de l'insécurité dont on parle, je peux dire que c'est au niveau du cercle de Bayangara. Et aucune commune n'est épargnée. Et quand vous voyez le plateau d'Ogon, c'est sur le plateau d'Ogon qu'à l'intérieur, il y a un peu de sécurité. À l'exception sur le plateau, toutes les communes sont touchées par l'insécurité. Et pire, maintenant, quand vous prenez l'axe sur la route RN15, de Koro jusqu'à Sévaré, quand tu empruntes un engin, tu es entre les mains de Dieu. La destination, elle est incertaine, c'est avec tous les embûches. Je crois que le point qui est le plus culminant par rapport à l'insécurité, c'est le tronçon qui est situé entre Wo et Banyangara. C'est ce qu'on appelle entre Songobia et Parou. Donc, quand vous regardez cet axe, je peux dire que si vous avez eu la chance de sillonner cette route, on dirait que c'est devenu un cimetière de véhicules calcinés, sans compter les véhicules qu'on fait rentrer à l'intérieur. Et pas plus tard qu'avant-hier, il y a des cars qu'on a pris avec les contenus des passagers qu'on a mis à l'intérieur de cette zone. Donc vraiment, l'insécurité, vraiment c'est le grand souci aujourd'hui. Comme l'a dit M. Bokoum, il y a l'insécurité physique, on le dit, mais il y a l'insécurité alimentaire. Pour qui connaît le cercle de Bankas, qui est le Seno Bankas, on peut dire que c'est le grenier de chef de la région de Mopti. Et si les gens n'ont pas la chance d'aller cultiver, c'est l'insécurité alimentaire qui s'ensuit. Donc vraiment, à tout point de vue, l'insécurité touche toutes les populations et toutes les couches. Et il faut mettre un accent particulier pour le cas des femmes. Aujourd'hui, sur les théâtres des opérations, les villages qui sont encerclés, on ne sait même pas comment est-ce que les femmes vivent entre les mains de ces terroristes. Donc vraiment, c'est un problème très sérieux. Ce qui est un peu marrant, c'est le mutisme des autorités. Parce qu'on peut rentrer un car dans un lieu, il n'y a pas de droit de poursuite, il n'y a aucune réaction. Vraiment, mettez-vous à la place de ces populations, c'est sidérant, c'est énervant et c'est une mauvaise perception qu'ils ont de l'autorité. C'est ce que je voulais dire. Merci. Boubacar Bokoum, vous venez d'entendre nos deux intervenants tout à l'heure qui sont à Djenné et Badjangara actuellement. Qu'est-ce qui fait que les différentes mesures prônées ne donnent pas de résultats actuellement?
Mais parce qu'on n'est pas dans la bonne dynamique, dans la bonne stratégie, on n'a pas étudié très sérieusement les causes réelles de cette crise et la nature de la crise en réalité. Maintenant, on est allé sur le postulat que c'est une guerre classique, c'est de l'insécurité classique. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que cette nature d'insécurité, elle est exceptionnelle parce que elle intègre beaucoup de paramètres internes des communautés, de localités en réalité. Donc cette forme classique que nous avons de sécuriser nos villages ne fonctionne plus. Parce qu'aujourd'hui, quand vous déportez l'armée, par exemple, la zone qui est aujourd'hui sous embargo des djihadistes, quand vous envoyez l'armée, qu'est-ce que l'armée doit faire? Parce que l'armée ne peut pas tirer sur les djihadistes au risque de tuer les populations qui sont pris dans l'étau des djihadistes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, donc c'est une situation très compliquée. Donc ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas trouvé le bon mécanisme. Le bon mécanisme, c'est de dire aujourd'hui que la sécurité d'abord est assurée par les premiers qui sont sur le site. C'est ça la réalité. Il ne faut pas attendre que l'État donne des instructions dans une caserne centrale, que l'information soit répercutée à une autre chaîne de commandement, qu'on attende des jours pour intervenir. Alors, on aurait pu ne pas avoir cette occupation si la population elle-même avait une capacité de réaction. Donc, si c'est-à-dire qu'on pouvait éviter cette occupation des zones? Mais écoutez, si cela avait été pensé en amont, parce que la difficulté c'est quoi? Est-ce que nous sommes préparés à faire face à cette forme d'insécurité? Parce qu'il faut la comprendre et anticiper. Donc les études n'ont pas permis d'anticiper. On a attendu jusqu'à ce qu'on soit envahi. Mais la difficulté c'est quoi aujourd'hui? Cette zone qui est occupée, elle n'est pas la seule. Ils vont faire un système rotatif. Parce que c'est un mécanisme d'asphyxie économique. Chaque zone qu'on attaque, c'est stratégique, c'est une zone économique, c'est pour asphyxier la zone. La zone de l'Office du Niger, qui est aujourd'hui proie à ces djihadistes, mais ce n'est pas un fait du hasard, parce qu'on sait que c'est le grenier. C'est là où les gens vivent, c'est là où il y a la sécurité et la stabilité. Maintenant, si vous privez les gens de leurs moyens de subsistance, vous créez l'incertitude, vous créez l'insécurité et les autorités seront mises en mal. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, l'objectif est en train d'être atteint. Parce que si on veut déstabiliser un État, on affame le peuple. Si le peuple continue à avoir faim et qu'on voit qu'à la clé, l'État n'est pas en train d'apporter les solutions, forcément, il y aura des mouvements et ça risque de faire effet boule de neige. À partir de Banyangara, on a Djenné et après demain, ça va être où? Donc, en réalité, c'est ça l'objectif recherché. Il faut affamer, il faut pousser les gens à régner ou à ne plus accepter les autorités et à dire aujourd'hui que les autorités ont totalement échoué par rapport aux réponses qu'il faut apporter. En réalité, le mécanisme du djihadisme, c'est ça l'objectif recherché. Donc maintenant, il va falloir que les autorités réfléchissent bien à des mécanismes adaptés. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, par exemple, à une région de se déplacer parce que la logistique, d'abord, elle est très lourde, coûteuse, et ensuite, on a toute l'information pour pouvoir faire des embuscades. Donc, en réalité, l'armée est affaiblie sur ce maillon. Et l'autre élément, c'est qu'on ne peut pas attaquer un village directement s'il est sous embargo. Donc, il faut négocier. Et si on négocie, on tombe encore sous une autre faiblesse qui ne va pas permettre à l'État d'avoir une certaine emprise sécuritaire sur la zone. Donc, en réalité, il faut impliquer les populations. Maintenant, cette implication des populations, elle est complexe pour la simple raison que quand la population donne des informations, après le départ de l'armée, ils sont sous attaque. Alors, si l'armée vient pour les libérer, mais l'armée ne va pas y rester, elle va encore replier. Donc encore ça les fragilise. Donc si on ne réfléchit pas à des mécanismes plus intelligents, plus pratiques, mais ce problème, on ne va pas en finir parce qu'ils ont compris que nous sommes dans le modèle classique qui consiste à aller défendre, à faire un repli, à continuer à aller attaquer. Cette équation ne résout pas le problème. Il faut que les populations elles-mêmes comprennent qu'elles sont le premier rempart, le premier maillon de la défense de leur localité. Seyni Djenepo, vous venez d'entendre Boubacar Bokoum qu'il faut que la population sache qu'ils sont les premiers remparts pour leur propre sécurité. À Djenné, nous avons remarqué que le blocus a été levé. Est-ce à dire que vous avez déjà eu un compromis? Bon, hier soir, vers 14h, lorsque nous étions au carrefour de Djenné, parce que notre but, c'était juste d'informer la population malienne que jusqu'à présent, Djenné souffre. Vers 14h, il y a le préfet de Djenné, l'imam, le chef de village de Djenné, ainsi qu'un envoyé du gouverneur qui nous ont rencontrés vers le carrefour. Ils nous ont promis que, parce que nous avons demandé à ceux qui amènent de la nourriture à Maribougou. Parce que la population est affamée, la population n'arrive pas à manger. Il faut qu'ils amènent de la nourriture au moins
même s'ils ne vont pas combattre ces bandits armés, qu'ils amènent de la nourriture. Maintenant, ils nous ont fait savoir que dans la semaine qui vient de commencer tout de suite, ils vont tout mettre en œuvre pour pouvoir acheminer de la nourriture et aller sauver cette population de Marebougou. Et nous aussi, nous avons appelé la base de rentrer en attendant de voir leur réaction. S'ils arrivent à faire ce qu'ils ont dit, là, nous n'allons plus sortir. Mais s'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont dit, là, nous allons reprendre encore les actions et nous allons encore couper la route et montrer à la population malienne que vraiment aujourd'hui, notre gouvernement ne tient pas ses engagements. Au-delà du fait d'acheminer des vivres au niveau de Marebougou, est-ce que d'autres initiatives ont été prises pour essayer de décanter la situation sur place? Bon, ils ne nous ont pas dit cela, ils ne nous ont pas informé de leur tactique, mais quand même, ils nous ont promis qu'ils vont essayer de mettre des actions pour pouvoir libérer Marebougou dans les brefs délais. La situation de Marebougou, Boubacar Bokoum, rappelle celle de Farabougou ou encore d'Inangourou dans la zone au centre du pays. Absolument. Est-ce que ce modus operandi des groupes armés vise à faire quoi? Vous avez dit non, ça vise à affamer la population, mais au-delà du fait d'affamer la population, ça vise à faire quoi? D'abord, avant de répondre à votre question, il faut d'abord qu'on comprenne qu'en ravitaillant cette localité, on ravitaille en même temps les djihadistes. C'est ça aussi la triste réalité, parce que c'est très complexe cette situation. C'est pourquoi il faut une réflexion très poussée, quitter le cadre classique, quitter cette façon de faire les choses. Vous avez rappelé tout de suite Farabougou, donc on est en train de dupliquer les mêmes modèles. Et après, ici, ils ont une certaine expertise encore de comment nous négocions, comment nous faisons. Ils vont s'adapter et encore, c'est d'autres localités qui vont être occupées par les mouvements. En réalité, vous avez dans cette pratique deux choses fondamentales. D'abord, quand les gens parlent de djihadisme, d'abord, ce n'est pas du djihadisme, c'est des mouvements d'extrémisme violent. Il faut que cela soit clair. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a occupé Farabougou ou cette zone pour dire « je viens pour être l'imam ». Ils ne sont pas là pour être des imams. Donc, est-ce que c'est l'islam? Je dis non. Est-ce qu'ils sont là pour être des chefs de village? Ça aussi, ça ne les intéresse pas. Donc, en réalité, ils sont là pour quoi? En réalité, qu'est-ce qui les intéresse donc? Mais justement, c'est cette terreur, c'est cette façon... Parce qu'en réalité, le conflit aujourd'hui que nous vivons au Mali n'est pas un conflit maliano-malien. Il faut que les gens acceptent que nous sommes dans la 3e guerre mondiale, elle est économique. Et les conséquences du capitalisme font qu'aujourd'hui, nous sommes pris dans l'étau d'un système qui fait que la guerre se déroule sur notre espace. Donc, ces mouvements dits djihadistes, tout ce que vous voulez, répondent juste à des besoins économiques. Donc, le besoin idéologique est juste derrière pour la manipulation, pour donner une coloration, pour donner une impression. Mais est-ce que vous pensez que le Mali a besoin de djihad pour installer l'islam? Je ne pense pas. Maintenant, s'il s'agit de la mauvaise gouvernance, les partis politiques sont là pour le dénoncer et la société civile est là pour le dénoncer. Et on le fait depuis beaucoup d'années pour dire que l'État n'est pas en train de distribuer la richesse de façon équitable, que l'État ne distribue pas la justice de façon équitable. Donc ce travail, il s'est fait. Donc la réalité aujourd'hui, c'est de dire que cette machine économique que nos dirigeants ne contrôlent pas, elle est alimentée par d'autres personnes. Ça, il faut qu'on l'intègre. Et si on veut résoudre l'équation juste sur un espace malien, ce n'est pas possible de le résoudre à cette échelle. Il faut qu'on puisse comprendre que cette crise, elle est globale. Et la solution, elle doit être globale. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, dans l'urgence, il y a des solutions, il y a des réponses qu'il faut apporter. Alors, les réponses qu'il faut apporter par rapport à nos villages qui ont des difficultés aujourd'hui, mais c'est de réfléchir pour dire quelque part, est-ce qu'on ne peut pas recruter cette jeunesse qui est prête à défendre leur territoire et leur mettre sous le drapeau national? Est-ce que cela n'est pas possible? Parce que dès lors que vous demandez à quelqu'un de Bamako de quitter Bamako pour aller défendre une zone à Mopti, c'est compliqué. Vous ne connaissez pas l'espace, vous ne connaissez pas le terroir, vous n'avez pas eu le temps d'avoir la formation et de connaître l'espace. Donc ceux qui sont là, qui connaissent bien le terrain, qui connaissent même certains djihadistes, ils se connaissent entre eux. Mais si ces gens sont formés sous le drapeau et auxquels on donne des armes et que l'État vient les soutenir,
Mais je pense que c'est la première réponse qu'on peut apporter. Parce que c'est difficile, parce qu'ils sont sur place. Donc, commencer par une réponse locale. Absolument, parce qu'il faut déconcentrer la sécurité. Il faut décentraliser la sécurité. En fait, le problème même du Mali, c'est le centralisme. Que ce soit sur le plan économique, nous avons des problèmes parce que tout est concentré à Bamako. Au niveau de la gouvernance, tout est concentré à Bamako. Donc les gens se sentent délaissés. Que ce soit sur le plan économique, les gens se sentent délaissés. Que ce soit au niveau de l'administration, les gens se sentent délaissés. Que ce soit au niveau sécuritaire, les gens se sentent délaissés. C'est ça la triste réalité. Oui, la crise n'était pas assez exacerbée, donc les gens ne sentaient pas effectivement ces différentes pressions. Maintenant que nous sommes en difficulté, on voit les défaillances du système centralisé. Donc à un moment donné, si on ne comprend pas qu'il faut déconcentrer ces différents services, qu'il faut les décentraliser, qu'il faut que les populations s'impliquent dans la gouvernance, que les populations s'impliquent dans la sécurité, nous aurons du mal à apporter des réponses adéquates à cette crise. Ibrahim Tembeli, vous venez d'entendre Boubacar Bokoum qui parle de solutions locales. Est-ce que à Koro, Bankas ou encore à Badiangara, depuis la marche de la fois dernière, des initiatives ont été prises, des initiatives au niveau local ont été prises pour trouver une solution à ce problème d'insécurité? Permettez-moi quand même de rebondir sur un certain nombre de mots que vous avez utilisés. Parce que dans ses premières interventions, il a parlé de djihadisme. Bon, ensuite, il est revenu pour dire que ce n'est pas de djihadisme. Effectivement, je suis d'accord avec ça, parce qu'il faut qu'on comprenne qu'on ait les mêmes notions, les mêmes compréhensions, les mêmes perceptions sur les mots. Moi, je crois que tous les villages qui sont en train d'être attaqués, il y a des mosquées. On prie, c'est des musulmans. Est-ce qu'on peut parler de djihadisme? Un. De deux, j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs rencontres au niveau local, où on parlait au début de guerre asymétrique. Ça veut dire quoi? On ne connaît pas l'adversaire, il est tapé à l'ombre, donc on veut le savoir pour lutter. Et on a tout dit, donner l'information. Je pense bien qu'aujourd'hui, dans le cas de Bangara, ce n'est pas une guerre asymétrique. Les gens sont connus, on sait là où ils résident, et ce n'est plus une guerre asymétrique. L'information est donnée en temps réel, mais il n'y a pas de réaction. Souvent, ils font des jours et des jours en train de se réunir sur un point précis. On donne l'information, mais pas de réaction. Et ce qui est marrant, si un camp militaire est attaqué, il y a toujours une réaction de l'État, on réagit. Mais si c'est une population qui est attaquée, il n'y a pas de réaction. C'est ce qu'on peut comprendre. Ça, c'est le constat. Ensuite, on utilise deux termes, on dit appellation homme armé non identifié. Étant donné que ces gens sont connus, c'est localisé. Pourquoi on peut dire qu'ils ne sont pas identifiés? Pourquoi ne pas les dire? Donc vraiment, il a commencé à parler des solutions. Moi, je croyais qu'on allait attendre à côté, mais s'il commence à voir dans ce sens, je vais aller dans le même sens. Vous savez, la nature a horreur du vide. Moi, je pense bien que les djihadistes ont des stratégies, mais l'État malien n'a pas de stratégie. Et si tant que l'État malien n'a pas de stratégie pour lutter contre les djihadistes, ils vont être dominants. Je donne les raisons. Et pour qui connaît le cercle de Bangara, c'est un cercle très accidenté. Les djihadistes aiment les lieux où on ne peut pas vraiment accéder facilement. Donc, pourquoi ne pas créer au sein de l'armée ce qu'on appelle les fantassins, qui, au lieu d'aller à véhicule, aller vraiment vers ces djihadistes. C'est toujours les djihadistes qui viennent attaquer, mais ce n'est pas le contraire. Mais qu'est-ce que vous comprenez dans ça? Mais est-ce que vous ne pouvez pas avoir un cadre d'échange avec les autorités pour donner ces idées-là? Il y a eu tellement de cas d'échange au niveau local, les bonnes volontés. Je vous rappelle, un moment, on avait pris les deux parties. On a dit, Dina Dogon, Taptel Foulabou, appelez les belligérants, on va essayer de négocier. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la suite? Ça, c'est une initiative. Mais quand Dina Dogon est venu, il y a eu un interlocuteur. De l'autre côté, on ne t'aime pas l'interlocuteur, il ne vient jamais. Est-ce que ça peut finir une guerre? Les gens qui sont en brousse là, qui acceptent de venir négocier autour de la table. Il n'y a pas ça. Les gens sont venus, ils sont répartis. À l'époque, le premier ministre qui était là-bas avait initié, et les locaux, que ce soit Tapel ou Edina Dogon, ont adhéré à son appel. Et ils ont essayé de faire cette rencontre. Ça a échoué. Tout simplement, l'autre partie n'était pas présente. Donc, c'est le problème. Donc, moi, je dis, c'est pas M. Bokoum seulement, même Serou Badia avait dit, il faut organiser le cadre d'intervention. Parce que le problème, c'est à la source. Comme il a dit, on se connaît. Maintenant, chacun sait aujourd'hui, ce n'est plus un terme de dire c'est Dogon, autour là, tout le monde embobiné dans le truc, soit disant, moi j'appelle ça terroriste. Ils sont en train de semer la terreur. Ce n'est pas de djihadisme. Donc si cela est, la solution locale peut être valable avec un bon encadrement. Parce que vous savez aussi, l'opinion internationale est là pour critiquer l'État. Pour dire que vous avez donné des armes à des gens qui n'ont pas la formation de suite. Donc il faut encadrer cette intervention. Mais quand vous parlez de bon encadrement, il s'agit de passer par quoi? Voilà.
C'est ça. Maintenant, les milices qu'on a créées là, il y a des exactions. Même à l'armée, on dit il y a des exactions. Il faut les encadrer avec des professionnels qui seront là pour les encadrer. Parce que des interventions ponctuelles ne pourront pas suffire qu'on va finir. J'interviens aujourd'hui, je fais une semaine de mission, je repars. Je crois qu'il faut un bon maillage de l'armée sur la zone qui est prononcée. Et cette zone est connue. Comme on avait commencé, il faut interdire les motos. Et qu'on donne le plein pouvoir aux militaires, à eux seuls d'intervenir et de rester. Et pour que ça finisse là, ça serait tout de suite, après, au moment des élections et après les élections, ça sera durable. Si vous voyez que la population collabore avec les autres là, parce que chaque fois que, comme il a dit, M. Bokoum là, on dénonce, l'armée vient, on les laisse à leur sort. Et maintenant, c'est les dominants qui viennent de tuer, faire des exactions. Et si l'armée est présente permanemment, et cela peut arriver, je vous demande, cette présence non permanente de l'armée crée ce fossé d'insécurité et qui entretient, qui favorise les terroristes. Moi, je pense bien que s'il y a un bon maillage, avec une présence permanente de l'armée au niveau des zones, de l'épicentre même de l'insécurité, vraiment, je crois qu'en une semaine, on aurait balayé. Qu'est-ce qui est fait? Je vous donne l'exemple du début de la rentrée de Bangala, les communes qui sont au plateau, il n'y a pas eu de djihadisme. Les gens n'ont pas adhéré. Il y a une certaine homogénéité des Dogons. Il ne faut pas venir s'infiltrer sans qu'on soit identifié. Maintenant, là où il n'y a pas cette homogénéité, il y a cette porte d'entrée où ils peuvent aller là où ils veulent, vraiment, c'est là le problème. Je peux citer quelques communes qui sont les communes phares qui font face à l'insécurité. Quand vous prenez les communes de Barassara, Kiminiri, Pignari-Bana, Dogani, Borgo, les flancs de Kengue, Dourou, Sanga, tout le flanc n'est pas protégé. Donc c'est là où il faut que les militaires soient présents permanents. Et déjà, ce qu'il a dit là, la section locale, les Dana Amassou sont là-bas. Pourquoi ne pas collaborer avec les Dana Amassou? Les Dana Amassou n'ont jamais posé de bombes, les Dana n'ont jamais tiré sur les militaires. Et les djihadistes ont toujours dit notre cible, c'est les militaires et les Dana. Et si les deux ne collaborent pas, qu'est-ce que ça amène comme fossé? Et exactement, le grand problème, c'est ça. Quand vous intervenez et vous écoutez les cibles, on dit bon, notre cible là, restez à l'écart, on a besoin que des militaires et des Dana. Et les deux ne parlent pas le même langage. Apparemment, s'ils font un front commun, je crois que la solution, elle est encore meilleure. Déjà, la solution locale doit être, mais ça va éviter les exactions, ça va éviter les interventions sélectives, ça va éviter, parce qu'aujourd'hui, moi, je dis que je suis fier d'être peu, je suis fier d'être Dogo. Aujourd'hui, il n'y a pas une race pure au Mali. Personne ne peut se targuer pour dire que moi, je suis Bambara pur, je suis Dogon pur, je suis Peul pur, je suis Malien à dominance Dogon, je suis Malien à dominance Peul, ainsi de suite. Même les plus hautes sociétés, aux premières interventions, n'avaient pas cette perception. Ils sont alignés d'un côté sur l'autre. Et ça, c'était l'erreur fondamentale. Aujourd'hui, il est temps qu'on revienne sur la réalité. Cette réalité, c'est quoi? On fait face à un front commun, à un ennemi commun, et qu'on lutte ensemble. Et tant qu'il n'y aura pas ça, un bon maillage sur le terrain, une présence permanente des militaires, une collaboration avec les milices qui sont là pour la cause de l'État, on ne va jamais finir avec cette guerre. Merci beaucoup, Monsieur Tembeli. Seni Djenepo, vous êtes là avec nous? Oui. Vous venez d'entendre tout à l'heure Ibrahim Tembeli parler des initiatives locales. Est-ce qu'à Djéné sur place, quel est le rôle des groupes d'autodéfense? Beaucoup me disaient que acheminer de la nourriture sur Marebougou renforcerait également les groupes armés sur place. Quel est le rôle de ces groupes d'autodéfense alors? Bon, aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier ces groupes d'autodéfense aujourd'hui. Vraiment. Si vous voyez qu'aujourd'hui, Djéné, ça va, je parle de Djénéville, je parle de Djénéville, ça va aujourd'hui, c'est grâce à ces groupes d'autodéfense. Parce que pratiquement toutes les communes de Djéné sont menacées. Mais aujourd'hui, on indexe uniquement Marebougou parce que c'est Marebougou qui est sous feu aujourd'hui. Et ces groupes d'autodéfense que nous avons aujourd'hui, si l'État s'engage à leur aider aujourd'hui, ils peuvent libérer pas uniquement le cercle de Djéné, mais ils peuvent aussi avancer jusqu'à dans le cercle de Koro, de Mopti. C'est-à-dire qu'il faut collaborer avec ces gens-là. Sinon, l'État seul ne peut pas faire face à ces bandits armés. L'État seul ne peut pas faire face à ces bandits armés. Il faut aider, il faut les rapprocher, il faut les encadrer. Je ne sais pas comment le dire, quoi. C'est avec ces gens-là que nous pouvons s'en sortir, à vrai dire. Je vois beaucoup me réagir. Lui n'est pas d'avis. Beaucoup. Qu'est-ce que vous avez à lui dire?
Non, en fait, ce qu'il dit est compréhensible, mais juste que les groupes sous cette forme ne sont pas acceptables en réalité. Donc il s'agit pour l'État juste d'avoir l'intelligence de légiférer en la matière. C'est-à-dire aujourd'hui, ces mouvements, soi-disant milices ou Dana Ambassogou ou tout ce que vous voulez, qui sont prêts à défendre, à rentrer dans le cadre de la sécurité, il faut les intégrer dans un système où tout le monde est répertorié, où tous les hommes en armes sont suivis et contrôlés par l'État, formés et suivis par l'État. Donc ça fait qu'au moment où nous pensons qu'à un moment donné que cette situation d'insécurité est terminée, quand on veut aller au désarmement, c'est facile de récupérer les armes et mettre ceux qui doivent être dans le civil sans avoir le risque d'avoir des armes qui se baladent un peu partout. Donc en réalité, c'est ça le problème. Aujourd'hui, vous avez des armes qui se baladent, chacun, pour des raisons de survie, va effectivement acheter des armes. Les gens, ils s'organisent pour survivre parce que l'État n'est pas là. Mais il faut que l'État s'implique, il faut que l'État soit là. Et si l'État n'est pas capable au niveau central de faire tout ce boulot, mais c'est de comprendre qu'il y a des gens de bonne volonté qui sont là localement, qu'il faut intégrer dans le système officiel. Donc, il faut que l'État s'implique réellement. Donc, cette forme de collaboration dont il parle, c'est pas facile de collaborer comme ça. Il faut un cadre juridique dans lequel on collabore. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on légifère et qu'on comprenne Mais est-ce qu'avec l'absence de l'État dans la zone, oui, avec l'insécurité qu'il y a, faudrait-il attendre ce cadre juridique-là? Non, mais les gens, ils n'ont pas attendu pour créer, par exemple, Dana Ambassagou. Mais qu'est-ce que l'État attend pour aller vers ces structures et mettre la forme? Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Légiférer, ça va très vite. Aujourd'hui, nous avons le CNT. En une semaine, on a instruit un tel dossier. Il est sorti et puis voilà, les gens, ils rentrent dans un cadre juridique. En ce moment, on recense tous ceux qui sont en armes déjà, qui sont intégrés dans un fichier officiellement. Ceux qui sont volontaires vont être enrôlés et ils vont suivre des formations militaires, même si c'est une formation de 3 mois, 6 mois, très rapidement, pour leur permettre d'être réactifs. En fait, cela permet très rapidement de gérer l'insécurité au niveau local. Mais ça ne veut pas dire que l'État ne va pas être là pour faire le suivi, pour l'accompagnement. En réalité, il s'agit de dire juste que quand un village est attaqué, quand il a dit tout de suite que quand il signale aux autorités que tel groupe est en train de rôder autour du village, mais les militaires prennent peut-être 1 ou 2 semaines avant d'arriver. Mais si eux-mêmes sont formés sur place, ils ont des équipes qui sont capables de réagir, mais la première riposte, c'est eux qui la donnent avant que l'armée, de façon générale, n'arrive sur place. Mais si cette armée n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, ils vont être attaqués, ils vont être obligés de négocier, ils vont être obligés de courber l'échine et d'accepter le dictat de ces gens simplement parce qu'ils sont armés et ils ne sont pas autorisés à donner la riposte parce qu'ils n'ont pas d'armes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Face à des gens armés, mais on est obligé d'accepter le dictat. Maintenant, si l'armée vient a posteriori pour dire on apporte une riposte, mais c'est compliqué. Donc, en réalité, il s'agit de dire que les communautés elles-mêmes doivent être impliquées très profondément, même par rapport à l'information. S'ils sont réellement dans le système sécuritaire, ça veut dire que l'information passe plus vite, on peut anticiper sur les attaques et on peut, de façon coordonnée, travailler pour pouvoir endiguer ce fléau. Mais si chacun évolue dans son petit coin, les mouvements dits milices évoluent dans un cadre, l'armée aussi évolue dans un autre cadre, et ce qui pose problème aujourd'hui, la communauté internationale va toujours nous taper dessus pour dire que nous acceptons que les milices aillent à des exactions, mais si c'est encadré par l'État lui-même, s'il y a un cadre juridique, je pense que ça permet effectivement d'encadrer et de pouvoir comprendre d'où viennent les exactions, et s'il y a des mesures disciplinaires à prendre, l'État de façon générale s'assume. Et si la crise est terminée, le désarmement est facile parce qu'il y a un répertoire qui est fait par rapport à tout ce que l'État lui-même aurait armé en réalité. Ibrahim Tembeli, parlons à présent du volet humanitaire. Quel est l'impact de cette insécurité sur le vécu au quotidien du point de vue humanitaire des populations? Bon, il y a beaucoup d'intervenants par rapport au volet humanitaire. Je vois beaucoup de gestes, de dons qu'on est en train de faire à la population. Est-ce que ces dons-là suffisent réellement? Mais ce que je suis en train de dire, j'arrive. Je crois que ce n'est pas ce dont la population a besoin. La population a besoin de la paix et de la sécurité. Imaginez-vous, je prends un exemple, un village de plus de 100 foyers, on donne 40 sacs de riz. C'est des bols qu'on donne dans les familles. C'est pour combien de temps? Tout de suite, j'étais en train de causer avec un village d'où vient ma maman. Tous les villages, 2 villages d'ailleurs, parce que le village est son hameau, on a donné 40 sacs de riz. 40 sacs de riz, ils n'ont même pas eu le tiers d'un sac.
C'est pour combien de temps? Et on sait qu'on n'a pas de famille nucléaire au Mali. C'est des grandes familles de 20, 30, 40 personnes. 40, 50 personnes. Même pas le tiers d'un sac de 25 kg ou de 50 kg. Pour combien de temps ils vont suivre? C'est des gestes très bien, mais ce n'est pas la solution qu'ils ont demandé, ce n'est pas le besoin exprimé par ces populations. La population demande que la paix. Le truc humanitaire est là, hein. Je crois que ça, c'est des tapes à l'œil pour moi. C'est pourquoi on a appelé, pour essayer d'apaiser les velléités autour là, pour dire qu'on a fait tel geste. Cela ne suffit pas. C'est une goutte d'eau dans la mer. Pour moi, vraiment. Mais est-ce que dans la zone, il y a... ne pas reconnaître l'effort de l'État. Hein. Par rapport à ça, je dis que c'est insignifiant et ça ne peut pas être à bout. Un Dogon n'a pas besoin de ces dons. Nous, on a besoin de nos champs, d'aller cultiver, de produire. On a toujours été autonome, autosuffisant par rapport à ça. Et si on nous appelle de faire ça, on va manger de quoi, vivre de quoi? Ce n'est pas une fierté pour nous de percevoir ces dons. Au contraire, c'est une honte. Tendre la main pour un Dogon, c'est une honte. Est-ce à dire que c'est dans plusieurs parties des différents secteurs, Koro, Badjangara ou Bankas, qu'il n'y a pas eu de culture cette année? Il n'y a pas eu de culture. Parce que même les maraîchers, pendant que vous êtes en train de faire le maraîchage, on vient tirer sur vous. Vous comprenez? En plein jour, vous êtes en train de faire au bord de la... Ben, moi, j'habite à quelques mètres de truc. On est chez moi, il y a des champs qu'on a abandonnés. Même pas à 1 km de Bangaraville même. Même pas à 1 km, je dis, de Bangaraville. On nous surprend, on tire sur nous comme des petits lapins. Donc ça ne peut pas aller. Donc moi, je crois que ce dont on a besoin, c'est la paix, c'est la sécurité. On a besoin d'être sécurisé dans un cadre collaboratif. Ce que M. Boko a dit, c'est une réalité. Moi, je ne dis pas... prenez le cas du Nord, là. On a créé le MOC. C'était les belligérants qu'on a mis ensemble. Aujourd'hui, si on prend un village, que ce soit Peul ou Dogon, vous voulez être sur votre terroir, vous voulez défendre, mettez-vous ensemble. Ils vont défendre. Pourquoi ne pas initier de tels trucs? Avec l'appui de l'État. Maintenant, il faut faire la différence, la part des choses entre le vrai et l'ivraie. Parce que dans ça, ceux qui gagnent là profitent pour mettre le désaccord, la mésentente entre les gens. Beaucoup ont regretté des deux côtés. Que ce soit Malien à dominance Dogon, Malien à dominance Peul, le regret est là. C'est pas ce qu'ils ont pensé. Ça les a amenés à autre chose. Être à Bamako sans emploi, c'est pas facile. Être à Ségou sans emploi, c'est pas facile. Quel qu'en soit le geste que vous allez faire, ils auraient aimé être chez eux, sur leur toit, et vivre avec leur propre santé et leur propre effort. C'est ça leur souhait. Merci beaucoup Ibrahim Tembeli. Le temps de faire réagir Seyni Djenepo sur la même question. Comment se porte l'agriculture dans la zone de Djenné? Actuellement à Djenné, on peut dire que ça ne va pas du tout, hein, parce que les gens n'ont pas cultivé du tout. On ne peut pas sortir de la ville. Il faut savoir que dans la brousse, comme mon confrère l'autre a dit, quand tu sors de la ville de Djenné, on te tire dessus. Et avec ça, les gens ont eu peur de sortir pour aller cultiver. Quand on ne cultive pas, on ne peut pas manger. Quand tu ne cultives pas, tu n'as rien à manger. Quand tu n'as rien à manger, c'est la famine qui s'installe. Et c'est la peur au ventre aussi aujourd'hui à Djenné. Je parle du cercle de Djenné. Alors, il ne nous reste que 6 petites minutes avant de clore cette émission. Mais allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Souvent, il y a de ces humanitaires-là qui nous amènent à manger. Il faut savoir que tu amènes un sac de riz et tu demandes à 3 familles de partager ce sac de riz. C'est pour combien de temps? Ça c'est insignifiant. C'est insignifiant. La population de Djenné ne demande que la paix seulement, uniquement la paix. Quand il y a la paix, la population de Djenné peut cultiver et subvenir à ses besoins pour eux seuls. Boubacar Bokoum, vous venez d'entendre M. Tembeli et M. Djenepo réagir sur le volet humanitaire pour parler de l'insécurité alimentaire. Il n'y a pas eu de culture. Est-ce que les autorités de la transition pourront relever tous ces défis-là? Non, c'est faisable parce qu'en réalité, on manque de vision, de planification. Et souvent, la nature de la crise, elle est tellement complexe que souvent, on ne se donne pas le temps de faire la bonne lecture. Aujourd'hui, par rapport à l'insécurité, je pense que ça ne devrait pas être quelque chose qui devrait surprendre les autorités. Les autorités auraient dû comprendre que ces mécanismes que les mouvements d'extrémisme violent mettent en place va à long terme. Dès qu'on a vu qu'on a commencé à brûler dans l'office du Niger et tout ça, on comprend que la stratégie, c'est d'affamer.
Alors, si la stratégie c'est d'affamer, la stratégie de l'État doit être quoi s'il ne peut pas tout de suite livrer la guerre? Ça doit être l'approvisionnement. Donc, le stock de sécurité alimentaire doit être renforcé pour pouvoir doter ces communautés de moyens de subsistance en attendant qu'on trouve la solution militaire. Et l'autre chose, c'est de dire que il a dit tantôt que les gens ne demandent que la sécurité. En réalité, la sécurité, ce n'est pas que, c'est fondamental. Parce que pour manger, il faut être en quiétude. C'est ça. Parce que aujourd'hui, même quand on vous donne à manger, quand vous avez des armes derrière, ce n'est pas évident. Donc, en réalité, la sécurité, elle est fondamentale. Maintenant, nos autorités, la plupart du temps, réfléchissent en sécurité militaire. Nous avons toujours dit qu'il faut tenir compte des déclinaisons du mode sécuritaire. La sécurité, elle est alimentaire, elle est politique, elle est administrative, elle est sociale, elle est culturelle. Donc, c'est tout un ensemble de paramètres qu'il faut prendre en compte. Quand il a parlé de problème de Peul Dogon, c'est parce qu'il y a un problème socio-culturel. Il y a un amalgame énorme entre les Peuls et les Dogons aujourd'hui, qui n'est pas une réalité, qui est en réalité artificielle. Il a dit, ils l'ont regretté. Tout le monde va le regretter parce que ce n'est pas la guerre, ce n'est pas notre guerre. Maintenant, si nous avons été floués et que pour des raisons économiques, nous avons été manipulés et que nous sommes mis en conflit les uns et les autres, nous allons au final comprendre que on a été mis en conflit, mais les fondamentaux qu'on met devant, ce n'est pas réel. On ne va pas dire qu'un Peul va détester un Dogon. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que un Dogon va détester un Soreille, ce n'est pas possible. Donc, en fait, nous sommes tellement métissés aujourd'hui, comme il l'a dit, qu'à un moment donné, nous sommes exactement le même peuple parce que c'est le métissage à l'inverse. Au départ, on est parti de l'unicité pour aller à la diversité et aujourd'hui, de cette diversité, on retourne à l'unicité. Donc, en réalité, on a tellement traversé le temps avec des civilisations, des cultures, de la diversité qu'en réalité, nous sommes divers, mais nous sommes en réalité un. Donc, si cette notion n'est pas comprise par le politique et que les fondamentaux qui font que cette unité, on ne parvient pas à l'obtenir à cause des instruments économiques mal manipulés par les hommes politiques, nous aurons du mal à sortir de cette crise. Donc, je pense qu'en réalité, aujourd'hui, il s'agit de remettre tout ça ensemble, d'aller dans la réflexion de la gouvernance politique, économique, sociale et culturelle et comprendre que la sécurité, elle n'est pas que militaire. Donc, si nous intégrons la sécurité économique, la sécurité alimentaire, il y a de fortes chances qu'on atténue les effets et les conséquences de cette forme d'insécurité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il a parlé tantôt de guerre asymétrique. Tout ça, ce sont des théories qui sont inventées par les Occidentaux. Nous savons en réalité que ça ne marche pas. La forme d'insécurité que nous avons chez nous, elle est connue. Donc, il faut adapter nos moyens à cette guerre. Et c'est possible d'apporter les premières réponses locales, mais il faut que nos dirigeants aient le courage quand même de regarder plus large pour comprendre que les implications, elles ne sont pas que maliennes. Elles sont sous-régionales, elles sont africaines et elles sont même mondiales. Parce que, au fond, les djihadistes, entre guillemets, ne fabriquent pas des armes. La logistique, ce n'est pas eux. Donc, il y a d'autres mécanismes qui sont derrière. Donc, il faut qu'on trouve déjà des premières réponses pour sécuriser nos populations. Ensuite, les réponses qu'il faut apporter sur le plan sous-régional, sur le plan régional et sur le plan mondial. Il faut qu'on soit capable d'apporter des propositions aujourd'hui pour quitter les modèles stéréotypés de G5, de G20 et tout ce qui va avec. Merci beaucoup, je pense qu'il faut qu'on ait une solution locale. Merci beaucoup, Boubacar Bokoum. Seyni Djenepo, en 30 secondes. La situation étant là, que faut-il faire pour changer la donne donc? Aujourd'hui, nous demandons que seulement c'est l'arrivée de l'État ici à Djenné. Parce qu'on peut dire que l'État est absent ici à Djenné. Si ce n'est pas à Djenné-Ville, dans les autres communes, là, il n'y a pas d'État du tout. Il faut que l'État revienne. C'est tout ce que nous demandons. Ibrahim Tembele, est-ce que le retour de l'État dans les zones non occupées pourrait être la solution à cette insécurité? Avec l'accompagnement de la population, pas le retour simplement de l'État, avec l'accompagnement de la population. Donc, comme moi je le dis, je vais être très bref, il faut que l'État respecte sa constitution, les droits et devoirs de la personne humaine. Et il a été dit dans son premier article, la personne humaine est sacrée et inviolable. Mais en prenant ce principe seulement, si cela est joué, je crois qu'on aura la paix. Deuxième, on n'a jamais exclu la situation locale. Les assises, on n'a jamais exclu. On est les mêmes.
Et je l'ai dit, il n'y a pas de Dogon pur, il n'y a pas de Peul pur, nous sommes métissés, nous sommes les mêmes. Et la particularité de Bangara là... Merci beaucoup, Monsieur Tembeli. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Tembeli. Et c'est ce mot que je retiens. Nous sommes les mêmes, nous sommes un. Et c'est ce qui met fin à cette émission du Grand Dialogue dont le thème central était comment faire face à l'insécurité au centre du Mali. Merci à nos invités, Ibrahim Tembeli, ancien élu et personne ressource à Badjangara, Seyni Djenepo, président des jeunes de Djenné, Boubacar Bokoum, politologue et spécialiste des questions institutionnelles, auditeur, auditrice. Merci. À la régie vidéo et son, il y avait Mamadi Keïta et Mamadou Ouattara. À la prochaine. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba.